cas, bonjour à toutes et à tous. Voilà donc le premier débat sur le thème le modèle français, un modèle vivant. Comme vous l'avez remarqué, je n'ai pas mis de point d'interrogation après modèle vivant parce que j'avais un peu envie de sortir des approches un peu déclinistes, rien ne va plus, etc. J'avais envie de sortir un peu de cette infra-pensée qu'on entend souvent, il faut changer de logiciel, on ne sait pas de quel logiciel il s'agit, on ne sait pas de quel changement serait souhaitable, etc. Je n'avais pas envie non plus d'une approche nostalgique, c'était mieux avant, les pères fondateurs de la décentralisation, etc., etc. Donc je dis, voilà, le modèle français est un modèle vivant, à condition qu'on s'en occupe, à condition qu'on en prenne soin, à condition qu'on le critique. Hein. On dit qui aime bien châtie bien. Moi, le châtiment, c'est pas franchement dans mes habitudes. Donc, je préfère dire qui aime bien critique bien. Et je pense que nos amis qui sont là aujourd'hui, je les ai choisis parce que dans leur ville, dans les institutions qu'ils dirigent, ils sont la preuve que le modèle français est un modèle vivant. Vous remarquerez que beaucoup d'entre eux viennent d'être nommés il n'y a pas si longtemps que ça, sont des premiers mandats. Hein. Donc Valérie Delin, qui est donc directrice du Théâtre d'Arles, qui est une scène conventionnée, Romaric Dorier, qui est à côté, qui est la scène nationale de Valenciennes, qui est un pôle européen de création. L'un et l'autre viennent de régions, ça a été évoqué, je crois, ce matin par un élu. L'une région fait 65% Front National, l'autre 38%. Ça donne une idée du contexte dans lequel ses amis travaillent. Ensuite, Françoise Dupas, c'est son deuxième mandat, parce qu'auparavant, elle était dans le Nord, elle était au Grand Mix à Tourcoing. Et aujourd'hui, elle est directrice d'une scène musique actuelle, Le Petit Faucheux, à Tours. Ensuite, Cathy Bouvard, qui est co-directrice des Subsistances, qui est un laboratoire international de création. Hein, voilà, ça. David c'est son premier mandat de co-directrice, hein, on peut le dire. David Bobet, donc, qui est le jeune directeur du Centre dramatique national de Rouen-Normandie. Et alors là, c'est vraiment la Benjamine de l'institution, en tout cas, et puis je crois aussi par ailleurs, notre Benjamine, qui a été nommée, je crois, il y a un an, jour pour jour, hein, directrice du centre chorégraphique d'Orléans, national, évidemment, d'Orléans. Voilà, donc on va essayer de débattre avec nos amis à partir, et puis... Seigneur tout honneur, Jean-Jacques Ayagon, qui a été présenté déjà tout à l'heure, qui est un des rares ministres qui vient du milieu professionnel. Hein. Je crois qu'ils sont trois. Il y a eu Jack Lang, qui est par le Festival de Nancy, et Chaillot, Catherine Tasca, la Maison de la Culture de Grenoble, et puis les Amandiers avec Patrice Chéreau. Et Jean-Jacques, qui a été directeur des affaires culturelles de la ville de Paris, au centre Georges Pompidou président, Château de Versailles président, et qui aujourd'hui accompagne François Pinault dans l'installation de sa collection à Paris. Voilà, donc nous allons essayer de débattre. C'est une chose un peu difficile dans notre profession, parce que souvent le débat vire à la polémique. Et qu'il y a toujours cette tendance que toute critique serait un aveu de faiblesse, et l'aveu de faiblesse renforce le camp adverse. Bon, moi, je pars du principe inverse. Je pense que faire une critique sérieuse, construite, quand on n'en fait pas, c'est à ce moment-là qu'on a plutôt tendance à renforcer le camp adverse. Donc, le modèle français, et puis après, on va très rapidement, je vais donner la parole pour ne pas qu'on perde trop de temps. Le modèle français, si vous voulez, je l'ai caractérisé assez simplement, et ce qui explique les deux débats, celui de ce matin et celui de demain matin. La première partie qui caractérise pour moi le modèle français, c'est un aménagement du territoire, c'est-à-dire que le ministère de la Culture, rejoint très rapidement par les collectivités territoriales, va doter le territoire d'un certain nombre de lieux, d'espaces où des artistes vont pouvoir fabriquer et diffuser leur spectacle. Puis le deuxième pilier, comme une sorte de pont, le deuxième pilier, eh bien, c'est la démocratisation culturelle, l'accès de tous. C'est dans les textes fondateurs du ministère de la Culture.
qu'on appelle communément la démocratisation culturelle. Et puis, entre ces deux piliers, il y a une arche qui est un peu la spécificité française et qui aujourd'hui est, je crois, fortement interrogée, ce qui est l'institutionnalisation. C'est-à-dire que nous sommes le pays des camemberts, c'est connu, et en même temps le pays des labels. Hein. Il n'est pas d'année sans que sorte, enfin j'exagère un peu, mais un nouveau label. Et il faut faire attention parce que le label, à la fois garantit, c'est une certitude, mais il y a un risque à un moment donné de figer. Et je pense que nous avons ici label CCN, label CDN, un non-label, mais c'est la plus belle, une SMAC, une scène nationale et le dernier né qui est un label, enfin tu nous en parleras, qui est la scène conventionnée. Hein. Donc on va toujours, comme je l'ai dit, pas perdre de temps et attaquer avec David Bobet. Alors David, parce que je disais, comme les CDN, c'est le plus ancien des labels, puisqu'on a fêté les 70 ans, puisque le premier centre dramatique national a été, je crois, créé à Colmar en 1947. Donc 70 ans en Avignon, une discussion agitée, une polémique, des débats, des déclarations assez contradictoires. Certains qui disent, c'est pas directeur, enfin, en l'occurrence directrice de CDN, les CDN sont ringardisés, c'est plus chez nous que ça se passe. C'est pas le ministère qui parle, hein, là, hein, c'est une directrice. Récemment, un directeur de CDN se compare les CDN aux hussards noirs de la République, une référence à Charles Péguy sur les instituteurs de la Troisième République. Enfin, on est un peu perdu quand même hein, au milieu de tout ça. Alors j'ai demandé à David, parce qu'il a, avec quelques-uns de ses amis, directrices et directeurs de CDN, écrit un manifeste, appelons-le comme ça, hein, cet été, qui s'intitulait « Notre héritage nous oblige et nous anime ». Et il y avait 4 points dans ce manifeste. Premier point, une revendication de la parité. Donc ça, j'aimerais bien que pour chacun de ces points, que tu les développes, hein, parce que il y a une polysémie autour de ces mots. La deuxième, c'est la diversité. Parles-tu de la diversité ethnique, la diversité culturelle, la diversité esthétique, hein, ces questions. Ensuite, tu dis égalité de traitement salarial entre les équipes permanentes et intermittentes. Alors là, ça m'a beaucoup intéressé, mais je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il entend par là? Et le dernier point, qui est une vieille revendication, mais qui est visiblement toujours pas accomplie, qui est la parité dans la répartition des moyens de production et de création dans les centres dramatiques. Voilà, c'est les 4 points. Est-ce que tu peux, sur ces points-là, en partant de l'expérience qui est la tienne, parce que c'est un centre dramatique qui est en plein développement, puisqu'il y a une perspective d'un nouveau bâtiment qui doit bientôt arriver, enfin, à partir de Rouen et de ton travail, parler d'aujourd'hui. Et puis je remercie parce qu'il est en pleine création, parce qu'il a créé il y a 2-3 jours, au Grand T à Nantes, son dernier spectacle, Peer Gynt. Voilà, je te laisse la parole. Ok. Bonjour. Oui, moi je suis arrivé il y a 4 ans au CDN de Rouen. C'est un lieu particulier qui est réparti sur 3 théâtres, répartis dans 3 villes différentes, donc avec une sociologie des populations très différentes, et qui permet d'envisager le théâtre que je propose, un théâtre transdisciplinaire, ouvert sur le monde, et de proposer l'idée d'un théâtre qui n'est pas lié à des murs, à un projet fermé, et qui est plutôt un mouvement et une proposition d'ouverture et de déplacement des populations et de rencontres. J'appartiens à une génération, parce qu'il y a tout un renouvellement de directeurs et de directrices récemment. J'appartiens à cette nouvelle génération qui essaye de travailler pour d'autres qu'eux-mêmes, qui essaye de travailler, de partager ses outils, de partager ses moyens et de les ouvrir au maximum au public, et au public si possible diversifié. Et puis il y a eu ces 70 ans de la décentralisation, qui était un anniversaire que nous devions célébrer. Et la question a été, très bien, nous pouvons célébrer l'histoire, notre héritage, mais positionnons-nous aussi qu'est-ce qui nous a été transmis et qu'est-ce que nous pourrons éventuellement transmettre. Donc avec les différents directeurs et directrices, nous nous réunissons très régulièrement pour réfléchir à ces outils, comment
critiquer, comment les améliorer, comment proposer, comment inventer, parce que je crois que c'est pour ça que des artistes sont nommés à la tête de ces maisons-là, c'est aussi pour que cette capacité à inventer, à questionner, à innover, se mette au service des politiques culturelles. Donc très régulièrement, on se retrouve tous ensemble, c'est pas arrivé depuis 68 effectivement, pour que les CDN redeviennent un peu cet endroit de préconisation et d'invention. Et donc cette première tribune, c'est une première tribune et il y en aura d'autres, s'empare en fait des sujets qui sont déjà les nôtres, qui sont les sujets de notre époque et qui nous positionnent déjà à l'endroit de la parité. Voilà, c'est notre choix, c'est notre décision. Elle n'a comment dire. En gros, nous nous engageons à ce que nos programmations, et dès l'année prochaine, on ne tend pas vers, mais dès l'année prochaine, nos programmations seront paritaires. On est les trois quarts des directeurs et directrices de CDN à s'être engagés là-dedans. Parce que c'est une décision qui repose sur une personne. Ce n'est pas un système contre lequel il faut se bagarrer, lutter, qui prend du temps. C'est une décision vraiment personnelle. C'est très facile à faire. Et c'est un outil étape. Alors on peut discuter, est-ce que l'objectif chiffré de 50% est valable ou pas intellectuellement, est-ce qu'on peut le critiquer? Oui, certainement, mais c'est un outil étape pour que demain on n'ait plus à se poser la question de cette si grande et injuste différence entre les hommes et les femmes. Et puis poser la question de la programmation ne suffit pas. Parce que l'autre jour, je parlais encore avec une directrice d'un théâtre dans lequel je joue en ce moment, je lui disais, parce que je la connais, je la connais dans des cercles militants, je connais son engagement, son féminisme, je lui disais, toi évidemment, ta programmation est paritaire. Et elle me disait, bah non, j'y arrive pas, j'ai un grand plateau. Et cite-moi les femmes qui s'emparent réellement des grands plateaux, des grandes œuvres, des grands collectifs d'acteurs. Et c'est donc la réponse qu'apporte cette tribune, c'est le point suivant, c'est le partage des moyens de production. Parce que le talent ne vient pas particulièrement sur un genre ou un autre, le talent vient à partir du moment où on a l'opportunité de le mettre à l'épreuve du travail, de moyens techniques, de moyens humains et de moyens financiers. Et donc partager les moyens de production à l'endroit des CDN, qui sont les endroits de fabrique de l'art, pas que, hein, mais enfin, quand même, c'est un cercle important pour fabriquer des œuvres. Partager ces moyens-là, à égalité entre les hommes et les femmes, va changer considérablement le visage de la production théâtrale demain. Et donc, ce sera plus facile pour l'ensemble des professionnels d'adopter quelque chose qui est paritaire ou tend vers la parité. Quand je parle de parité, c'est vraiment important qu'une décision ferme se prenne. Quand je suis arrivé, moi, à la tête du CDN, ouais, naïvement, je me suis dit, je suis un garçon féministe, pas de problème. Il est clair que ma programmation sera représentative de la population. Et puis en fait, il n'en est rien. Je suis arrivé et puis j'ai compté au bout d'un an et j'étais là, j'ai fait comme les autres, quoi. 30% de femmes et 70% d'hommes. Alors que j'ai pas ça en moi, quoi. Et je me dis que si on ne s'oblige pas à ça, encore une fois, dans un outil étape, hein, c'est un outil politique, eh bien rien ne changera parce qu'on s'attaque à un système et pas simplement à une décision individuelle. Ensuite, l'autre question, c'est la question de la diversité. Diversité, il y a différentes diversités. Mais là, très clairement et très frontalement, c'est la diversité ethnique de la population française. 30% de la population française n'est pas blanche. C'est un chiffre qui est régulièrement contesté par les antiracistes et qui pourtant émane du ministère de la Culture, sort d'études très sérieuses, très scientifiques de l'INED, qui a été validée par le Défenseur des droits, validée par le DEPS, comme utilisable juridiquement et scientifiquement prouvable. 30%. Il s'avère que dans la culture en France, on est très loin de cette représentativité-là. Est-ce qu'on peut viser un objectif chiffré comme pour la parité homme-femme? J'y suis personnellement favorable. Je crois que c'est un petit peu tôt, qu'on n'est pas tous prêts et qu'on n'a pas tous les mêmes voilà, qu'on se positionne. Mais en tout cas, que peu importe l'outil, que l'on se positionne par rapport à cette réalité-là, un tiers de la population française ne peut pas se sentir représenté dans la culture de son pays, n'a pas accès aux moyens de production et d'expression de ses propres discours, de ses propres récits, de ses propres esthétiques. Et je crois que là, on va dans le mur. On va dans le mur. La culture n'est pas évidemment seule responsable des fractures que connaît notre société, mais elle a en tout cas un rôle à jouer, une réponse à offrir à une population qui étant tout le temps exclue de la culture, finit par ne plus se sentir appartenir à cette culture.
Ce qui crée un peuple, c'est pas une question de territoire, c'est pas une question de frontières, c'est pas une question de sang, de couleur de peau, de racines ou de souche ou je ne sais pas quelle connerie. Ce qui crée un peuple, c'est sa culture, celle qui est héritée, celle que l'on invente avec les gens qui sont autour de nous, aussi diversifiés soient-ils, et celle que l'on transmettra demain. Et l'identité de notre pays, elle est là, je crois. Et si on veut faire pays et souder un peu les choses, je pense que c'est à l'endroit culturel qu'il faut jouer et qu'il faut miser très très fort. Cette absence de représentativité, on la retrouve évidemment sur les plateaux, avec des plateaux qui sont très blancs, hein, et puis avec la hiérarchisation des arts, entre l'opéra très très blanc, le théâtre un petit peu très blanc, et puis on fait la hiérarchie, la danse est plus ouverte, la musique est plus ouverte, le corps, la danse sont des endroits qui sont dans une assignation du corps racisé, acceptable, mais cette situation est absolument inacceptable. Et puis le dernier point, c'est la question des droits culturels, en fait, dont on essaye de s'emparer, qui est une belle proposition, qui est une belle possibilité d'inventer. En tant que responsable culturel, si les gens ont des droits, nous avons des devoirs. Nous avons des devoirs culturels. Ces devoirs-là, culturels, je les sépare en 3 points. Le devoir d'éducation, dans lequel nous sommes déjà tous, nos différentes institutions, déjà très engagées et sur lequel on peut continuer à faire mieux. Donc le devoir d'éducation, le devoir d'accessibilité. Quand même, une personne sur 6 est en situation de handicap en France. Ce n'est pas un gros investissement public que d'essayer de rendre les œuvres et les bâtiments vraiment accessibles. C'est vraiment pas grand-chose, ça coûte pas très cher. Et c'est une personne sur 6 qui pourrait avoir un accès à la culture facilité. Mais l'empêchement à la pratique culturelle n'est pas que lié au handicap. On les connaît, ils sont nombreux, ils sont géographiques, ils sont ethniques, ils sont sociaux, ils sont culturels, ils sont linguistiques. Et nous pouvons concrètement agir dans une perspective d'accessibilité universelle. Et le dernier devoir est le devoir de diversité, de respect des diversités, des récits, des esthétiques, mais des pratiques, de déhiérarchiser un petit peu les pratiques, de diversité de la population répartie à 50% entre des hommes et des femmes et à un tiers avec un tiers de la population qui n'est pas blanche et qu'il est hyper important de pouvoir servir. Quand on regarde la culture, évidemment c'est sur les plateaux, mais c'est les artistes en position de direction d'œuvres artistiques, chorégraphes, metteurs en scène, c'est les directions des théâtres, c'est les équipes permanentes dans les théâtres qui sont très majoritairement blanches, mais c'est aussi les gens qui décident de la culture, les comités d'experts, des DRAC, 99,9% blancs, c'est les conseils d'administration des institutions. Enfin, je veux dire, un coup d'œil sur notre assemblée là viendra très simplement valider la chose. Il nous faut agir parce que sinon nous allons dans le mur encore une fois. Merci. Voilà. Merci. C'est un très ambitieux programme. J'espère que les CDN seront rejoints pour faire évoluer cette situation que tu décris et que nous sommes un certain nombre à déplorer. Et puis, il y a Maud à côté, Maud Le Pladec, qui n'a pas cessé d'hocher de la tête et au fur et à mesure où tu avançais, elle m'a semblé en tout cas partager, acquiescer sur ton intervention. Alors Maud, carrément, tu dis, ben moi je suis une enfant des CCN, hein, donc toi tu te revendiques complètement dans une filiation, hein, oui, pas que, parce que je sais que les subsistances ont joué un rôle tout à fait essentiel dans ton travail, mais tu dis, c'est toi qui l'as écrit, je suis une enfant des CCN. C'est vrai qu'avec Boris Charmatz, tu as, avec Mathilde Monnier, beaucoup travaillé, et là, depuis 1 an, tu es directrice d'un centre chorégraphique national, c'est donc ton premier mandat, hein, donc tu es une des plus jeunes chorégraphes en charge donc d'un CCN, et en lisant tes interviews, ton premier édito, tu dis, voilà, pour moi, un CCN, c'est un lieu de création entre théâtre et école, hein, un projet collectif, et là, carrément, un kibbutz, hein, donc ça m'a beaucoup amusé, un lieu de réarticulation entre l'art et la vie,
Et tu dis par ailleurs, je propose que la danse vienne au public autant que ceux-ci viennent à la danse. Hein. Donc voilà, sur ces pistes-là, voilà, est-ce que tu peux, parce que j'ai le sentiment que vos déclarations respectives sont quand même en creux, nous disent que bah, c'est pas comme ça partout. Alors c'est un peu polémique ce que j'ai, mais en même temps, il faut aussi à un moment donné appeler un chat et dire quand ça va bien, puis quand ça va mal, eh ben, ça va mal. Et puis on essaie justement, on ne reste pas dans la plainte hein, ou le regret, mais on essaie de se bouger, excusez-moi l'expression, se bouge les fesses et on essaie d'inventer du neuf. C'est exactement ça, c'est assez représentatif de l'énergie qu'on met aussi dans ce début de projet, puisqu'on est vraiment aux prémices. Comme tu l'as très bien dit, on est arrivé, puisqu'on n'arrive pas seul aussi à la direction d'un CCN. Il y a un an maintenant, on est dans la mise en place d'un projet. Et c'est très juste en fait ce que tu dis, David, c'est qu'on ne va pas attendre le premier mandat pour mettre en action en fait les ambitions. En tout cas, on a vraiment envie que quand on pense un projet, qu'il se fasse tout de suite. Alors évidemment, c'est pas toujours aisé, c'est pas toujours facile parce que c'est aussi on arrive sur des territoires, on a eu de longues introductions sur ce qu'était que la décentralisation et le jeu des politiques culturelles. On sait très bien que les territoires, et on est tous représentatifs de territoires qui sont vraiment très singuliers et sensiblement différents. Il s'avère qu'à Orléans, et je le dis, ça se passe bien, parce que c'est bien aussi de dire que ça se passe bien. Ça se passe bien avec les tutelles, ça se passe bien dans le sens où tout ce que l'on a eu envie, tout ce que l'on a dit qu'on allait faire, on l'a fait. Voilà, d'ores et déjà. Et c'est important, effectivement, de penser les institutions, je pense, en tout cas, moi je pense le CCN, non pas comme un lieu figé, mais tout est à faire, tout est à inventer, et c'est surtout un outil, en fait. Et c'est un outil qui est au service d'une création, d'une pensée, d'une vision, avec, et j'espère l'avoir dit, j'espère que ça va transparaître dans les actions et les dynamiques, les projets que l'on met en place, avec des valeurs aussi qu'on a envie de véhiculer. Voilà. Et je crois que j'essaie d'articuler finalement ce sens de la responsabilité politique, l'envie aussi que l'art soit un facteur d'émancipation, d'ouverture, de rapprochement à travers l'art que je développe et notamment la danse. Voilà. Après, sur la question des publics qui était centrale dans le projet que j'ai proposé, dans le projet qu'on va développer, alors c'est assez particulier parce que moi j'ai écrit cet édito bien avant que tout ce qui finalement circule aujourd'hui, toutes les intentions, je dirais ministérielles, j'ai écrit ce projet en mettant la question des publics. Et ça rejoint tout ce que tu dis, hein, au centre du projet, en me disant effectivement, c'est jamais gagné. Et d'autant moins pour la danse que la question de la diversité, de l'élargissement des publics, tout simplement aussi de la relation au public, c'est-à-dire comment, pourquoi on va voir un spectacle de danse, qu'est-ce qui nous motive, quel lien on entretient avec les publics, avec ceux qui viennent, et à mon avis, centrale encore aujourd'hui. Elle n'est pas neuve, déjà dans les années... Alors, et puis je fais une petite parenthèse parce que je ne suis pas souvent invitée sur des colloques. Il s'avère que le dernier colloque auquel j'étais invitée, l'intitulé, c'était « Arpenteur des années 80 entre héritage et transmission, et maintenant ». Bon, moi, j'étais le « et maintenant ». Il s'avère que je suis toujours dans le « et maintenant », mais finalement, je trouve ça intéressant puisque j'ai toujours l'impression là, on parle de la décentralisation, c'est à peu près la même époque. On discute, c'est générationnel. Une génération, c'est entre 5 et 7 ans. Et maintenant, quoi. Voilà. Et je suis assez d'accord qu'il faut transmettre effectivement quelque chose, pour rejoindre ce que tu dis, Fabien, de positif dans cette décentralisation, dans finalement aussi la façon dont on a institutionnalisé aussi les arts, parce qu'il y a des choses bien. Et moi, je crois, pour terminer... Je ne vais pas faire une longue introduction, mais pour répondre à ta question, c'est vrai que je vais me servir de cet outil pour pouvoir finalement bien mener toutes les missions qui lui sont associées, en étant certaine que la première mission d'un CCN, qui est la création, puisse traverser et irriguer toutes ces missions. Voilà.